bienvenue dans le bar de Mo. Installe-toi et je te sers une def pendant qu'on se mate une vidéo de Killer Bean. Ça te laissera du temps pour cliquer sur la cloche avec Barney et Homer. Et pour me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Bon visionnage l'abeille. Et bzz les abeilles et bienvenue sur Killer Bee, ici Nil le Soubéran, toujours accompagné par mon fidèle Happy End. Donc cette fois nous allons parler des Supernovae, mais juste avant, comme vous le savez si vous avez vu les vidéos précédentes, je reviens de la garde pour les médiévales de la garde. Donc je voudrais avant tout remercier Atanae et le camp des rêves pour m'avoir fait passer une semaine de malade. Honnêtement je me suis régalé. Donc voilà. Parenthèse à part, maintenant on va parler du coup des Supernovae, on va commencer par Luffy. Luffy, donc on pense pour l'instant qu'il va être leader d'une espèce d'alliance entre Supernovae. Alors quand je dis on pense, c'est à peu près tout le monde, puisque c'est une théorie, la grande alliance Supernovae, c'est une théorie qui existe depuis des années et des années, hein, c'est pas nouveau, sur les forums du Wikia par exemple. Donc là, la première grande alliance a déjà eu lieu sur Shabondi. Et on pense qu'il va y avoir donc du coup un renouveau en fait, tout simplement. Une nouvelle alliance du même type contre un ennemi commun. Là, l'ennemi commun, pardon, en l'occurrence, c'était Monsieur Kizaru. Donc du coup, il faudrait quelqu'un d'assez puissant pour tous les mettre en haleine pour qu'ils puissent s'unir contre cette personne. Alors... beaucoup de théories vont pour Kaido, mais je pense que c'est un peu trop tôt pour au moins 2 des Supernovae. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, on a eu Beji, qui a été allié à Luffy pour Big Mom. Ensuite, on a eu Law, qui est toujours allié à Luffy, et cette fois c'est pour Kaido. Par rapport à ceux dont on va parler un peu plus tard, ils ont pour ennemi commun Kaido. Beji, lui, de son côté, essaiera à mon avis de se faire oublier, parce que Yonkou sur les fesses, ça fait déjà assez mal. Donc il va pas lui lâcher une enclume et se barrer comme ça, non. Il faut vraiment qu'il se cache une fois tout ça terminé. Ensuite, numéro 2, nous avons Roronoa Zoro. Ou pour certains, Roronoa Di Zoro. Mais on va rester sur Zoro. Donc Zoro, son futur est tout simplement tout construit en fait. Son rôle est de devenir le plus puissant allié de Luffy en étant l'épéiste le plus puissant au monde. Quand on voit ce que c'est qu'un épéiste ultra badass comme Mihawk ou Shiryu, on se dit que avec un allié de... Enfin un membre de son équipage de ce gabarit-là, rien ne pourra l'arrêter, ça serait un truc de fou. Sans compter les autres derrière, bien sûr, mais là on parle uniquement de Supernovae et donc de Zoro. Ensuite, on a Magneto, des X-Men, alias Eustache Kid. Eustache Captain Kid, ouais voilà. Donc lui, il a déjà énervé Big Mom en lui détruisant des navires. Il a déjà bien énervé Kaido, en plus il s'est fait fracasser la gueule. En plus de ça, ils veulent s'en prendre à Shanks. J'ai pas compris. Alors lui, son délire, je ne le comprends pas. Son principe, une fois arrivé dans le nouveau monde, c'est de s'attirer les foudres de tout le monde. C'est normal, on veut mourir, allez, c'est parti, allez. Non mais, vas-y. Menu guillotine en plus. Allez, hop. N'importe quoi. Le mec, il arrive, il veut se faire défoncer par tout le monde. La notion du chaos, elle est trop présente en lui. D'ailleurs, il porte bien la couleur rouge, en fait, comme Seth, tout simplement. Bref. Ça reste quand même un grand rêveur. On voit sur Shabondi qu'il s'en prend à tous ceux qui ne croient pas en ses rêves et qu'il respecte Luffy parce que justement comment dire, il annonce son rêve à haute voix devant tout le monde, tout simplement. Ensuite, nous avons donc le pouvoir de Kid. Comme je le disais tout à l'heure, Magneto des X-Men. Son pouvoir magnétique peut lui permettre des trucs de malade. Magneto pouvait retirer l'adamantium de Wolverine alors qu'il était greffé à son corps. Hein, il était, tu vois, il pouvait déplacer des météorites, non des astéroïdes. Je crois qu'il y a un astéroïde à un moment qui vient, il peut le déplacer. Enfin, il a vraiment une capacité de malade. Donc imaginez ça sur un fruit du démon éveillé en plus. Donc ça pourrait être un truc de fou, sachant que les ondes électromagnétiques et le magnétisme sont bien évidemment liés et que tout dans cette planète, dans ce monde, dans notre univers est composé d'ondes électromagnétiques. Vous imaginez un peu le truc?
Donc il n'y aurait pas que les métaux qui seraient attirés et il pourrait faire vraiment un truc de fou. Ensuite, nous avons Killer. Alors Killer, ça a été Jin, ça a été Sabo, ça a été un Vinsmoke. Maintenant, c'est un infiltré du Shippy Zero. Le masque de ce perso fait dire des conneries, mais à tout le monde. À partir du moment où il y a une certaine mode dans les chapitres, là, ça a été le Shippy Zero. Ensuite, on a eu, avant, on a eu les Vinsmoke, on a eu Sabo. On a eu le moment où on se doutait que Sabo allait revenir, bien sûr. On a eu Jin, parce qu'il avait fait la promesse à Sanji qu'il allait le revoir. On a eu tout le monde derrière ce masque. C'est vraiment n'importe quoi. Ça, à ce niveau-là, c'est de la merde. Il faut se dire que la révélation qui sera faite sur lui, soit, ok, c'est un perso qu'on a déjà vu, blablabla, soit, tout simplement, c'est un personnage célèbre du monde de One Piece qu'on ne connaît pas encore, et que c'est pour ça qu'il porte un masque. Killer, ça veut dire assassin, c'est pas pour rien qu'il porte ce nom. En plus, il vient de North Blue. Les assassins de North Blue, les Vinsmoke. Les Vinsmoke étaient ennemis avec tous les autres rois de North Blue. Pourrait y avoir un truc à creuser. Et pas forcément en faire directement un Vinsmoke. Hein? Ensuite, nous avons donc du coup Killer qui est actuellement avec les autres membres de l'équipage de Kid, hein, le gars qui peut cracher du feu, tout ça. Emprisonnés. On suppose qu'ils sont emprisonnés parce qu'on n'a pas vu leur mort. Donc chez Kaido. Kaido qui va envoyer Killer comme message à Luffy. Parce qu'il lui a bien rétamé la gueule entre-temps, hein, bien évidemment. Donc je pense que la logique, en tout cas, voudrait que Killer et Kid fassent partie d'une future alliance Law-Luffy contre Kaido. Je poursuis. Avec Trafalgar dit Watermelon Kenny, alias Law, le Kenny de One Piece. Le personnage qui meurt toutes les 3 secondes. Donc pour Law, nous avons... c'est un personnage qui est au centre de beaucoup de théories. Notamment sur son sacrifice à la con. Faut que vous oubliez ça, de suite. Au début, on disait oui, ça sera un futur membre de la flotte. Oui, Cavendish va rejoindre son équipage. Mais fesses d'Onigumo, oui. Donc, faut arrêter les bêtises avec lui aussi. Et on nous parle d'un sacrifice pour donner à Luffy la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il en aurait à foutre, Luffy, de la vie éternelle? Sérieux. Non, je pense que l'être qui est mort le plus souvent, alias Law, aura 2 autres fonctions en fait. La première, c'est d'un point de vue biologique, il pourra nous permettre d'avoir du coup le point faible de Monsieur Kaido, hein, notamment au niveau de sa sacrifice, vous voyez tellement que ça m'énerve, sa cicatrice. La deuxième, même au niveau de la première, je vois toujours Usopp en fait avec un reject Dial qui récupère le coup et qui le file à Luffy, qui ne craint pas les rejects à mon avis, ou en tout cas avec un peu d'acquis de l'armement, il ne craindra pas grand chose. Mais bon, ça c'est de côté. Bref. La seconde partie, le second rôle qu'il aura, c'est son côté barbe blanche. Ceux qui ont vu la vidéo sur les Yonkou que j'ai faite avec Ryo Sensei, donc sur ma chaîne bien sûr, vous comprenez, les autres allez la voir. La lignée d'opposition est menée par Law dans la dernière génération, tout simplement, la génération Luffy Kid Bonnet. Donc allez voir à ce niveau-là. Ça pourrait être intéressant. Donc pour résumer, pour conclure, il ne se joindra pas à la flotte, mais l'alliance entre Luffy et lui pourrait durer encore vraiment longtemps. Mais vraiment, ça pourrait être un truc très important dans l'histoire. Ensuite, nous avons Basil Hawkins. Donc son lien avec Drake semble plus qu'évident au premier abord. Pour ceux qui ont vu la vidéo Viking et Supernovae, encore une fois, vous comprendrez. Mais j'aimerais qu'on se concentre sur les capacités de son fruit cette fois. Son équipage est une secte dont il est le gourou. Il manipule les poupées vaudou, d'ailleurs des poupées vaudou sorties des fesses d'Onigumo, hein, parce que bon, un coup c'est lui la poupée, un coup les poupées sont dans des personnages totalement au pif, on le voit sur Shabondi.
Mais enfin, son plus gros don reste l'art de tirer les cartes. Parce que la cartomancie, en fait, quand elle est bien faite et que le jeu connaît réellement le cartomancien, donc qu'il a l'habitude de tirer les cartes avec ce jeu de cartes-là, la cartomancie est vraiment précise, mais à un point de fou. Vraiment, ça peut... je me suis déjà fait tirer les runes, les cartes, et il y a des trucs qui sont arrivés, mais très rapidement, quoi. D'ailleurs, plus le cartomancien... Ouais, ça, c'est déjà dit, donc je reviens pas dessus. Comme vous le voyez, hein, j'ai toujours le truc en face de moi avec les petites parties de ce dont je dois parler. Son fruit du démon. Oui, son fruit du démon lui permet en fait de prendre la forme d'une poupée vaudou, comme je le disais, de mettre des poupées vaudou dans des gens, un peu au pif. Mais c'est beaucoup plus que ça à mon avis. Je pense que la véritable capacité de son fruit, c'est en fait les arts ésotériques. Il pourrait beaucoup plus facilement justifier en fait sa place au sein de la génération, je sais plus, la pire des générations. Comme ça en fait, tout simplement. Ça, il l'appelle pas le sorcier pour rien de toute façon. Je pense qu'on verra des trucs, il sera capable par le magnétisme par exemple de soigner des gens. Ou tout simplement vraiment des sortilèges à la Harry Potter. Mais bon, je pense que ça sera un peu plus subtil que ça. Ensuite, nous avons donc Drake. Drake, l'ex-contre-amiral. Et surtout, le premier des Supernovae à avoir rejoint un Yonkou. Et oui. C'est le premier à avoir rejoint un Yonkou, donc Kaido. Mais c'est aussi le premier Zoan préhistorique qu'on voit dans l'histoire. Le deuxième étant Jack. Donc vous imaginez, le nombre de Zoan préhistoriques qu'on a pu voir jusqu'à présent est assez réduit quand même. Ces informations en tant qu'ex-marine devraient en fait lui permettre... Enfin déjà à mon avis elles sont très précises et elles devraient lui permettre de détruire Kaido de l'intérieur. Et à mon avis c'est pour ça qu'il a choisi Kaido. Comme pour tout Supernovae, ce qu'il souhaite, c'est de progresser. C'est pas de rester au sein d'un équipage, en fait. C'est pas de rester au sein de l'équipage de Kaido et d'évoluer dans cet équipage-là en tant que, je sais pas moi, en tant que mousse. Non, pas du tout. Son but, c'est vraiment de progresser. Le One Piece, j'en sais rien. Parce que pour l'instant, il y en a que 2 qui ont réellement dit qu'ils voulaient le One Piece. À mon avis, tout le monde veut un peu devenir seigneur des pirates chez eux. Mais bon, au moins 2 l'ont affirmé. Mais en tout cas... progresser et pourquoi pas faire changer la marine de l'intérieur. Enfin, de l'extérieur plutôt. En laissant Garp et les autres s'occuper de l'intérieur, il a découvert un truc dans la marine qui lui plaisait pas. Il s'est barré. Et entre-temps, il a eu envie de faire son révolutionnaire, j'ai envie de dire. Et je dirais pas qu'il a rejoint les révolutionnaires. Parce que sa première action a été de rejoindre un Yonkou. Il n'a pas pu entrer en contact avec Dragon si facilement et si rapidement. À mon avis, ça s'est pas passé comme ça. Mais il a dû très certainement vouloir faire sa petite révolution de son côté à la Dragon sans véritablement avoir de support. Hein, parce que bon, Dragon il a les moyens derrière. Lui non. Voilà, voilà. Du coup, il y a beaucoup de choses à dire sur Drake en fait. Bedge par exemple est l'un des rares aussi... à s'être allié assez rapidement à une Yonkou, et son but a été de la détruire de l'intérieur, ce qu'il a pas trop mal fait, il n'a pas réussi, mais en tout cas il a vraiment semé le chaos, et justement il a voulu détruire de l'intérieur une bête au corps indestructible, un peu comme Kaido. Ces informations ont dû, comme les informations de Drake bien sûr, ont dû lui permettre de préparer un plan vraiment génial. Drake, dans l'histoire, hein, dans notre histoire, donc Francis Drake, a pour ennemi l'Inquisition espagnole. Son cousin John Hawkins, le financier, est aussi dans ce cas en fait, puisqu'il l'accompagne sur tous ses voyages. L'Espagne, dans One Piece, c'est Dressrosa. Alors, est-ce qu'ils ont des liens avec Dressrosa ou pas du tout? Est-ce qu'ils ont d'autres ennemis au sein du gouvernement mondial? Enfin, quand je dis gouvernement mondial, je parle bien évidemment de tous les royaumes présents à Rêverie.
Drake n'hésite pas à intervenir pour calmer Killer et Uruje sur Shabondi. Et il s'allie naturellement aux autres supernovae, enfin super rookies j'ai marqué, mais c'est pareil, aux supernovae qui sont présents sur place. Donc son attitude en fait, son comportement pourrait être utile dans le cas d'une big alliance. À mon avis, ça sera un peu le médiateur de tout ça, vous voyez. Alors on va passer à Apu. On va passer à Monsieur Apu. Tout simplement parce que c'est le seigneur des suceurs de queue. Oui, Apu en fait, il ne lâche jamais une branche sans avoir attrapé une autre. C'est vraiment le singe par excellence. Il est d'ailleurs inspiré d'une espèce d'enfoiré en fait qui a trahi tout ce qui bouge. C'est comment dire? Vous voyez le roi Lot? Ben, c'est le roi Lot de One Piece. Voilà, Apu le roi Lot. C'est le mec, son but dans la vie, c'est de trahir tout ce qui bouge. On va commencer déjà par son arrivée dans le Nouveau Monde. Ça a été assez chelou en fait. L'île sur laquelle il était avait des propriétés très particulières. Il pouvait marcher sur des courants d'air. Il y avait des courants un peu comme les courants marins que vous voyez, mais là c'était dans l'air. Et il pouvait marcher dessus, mais vraiment marcher. J'aimerais énormément que cette partie nous soit expliquée. Parce que, bon, c'est l'un des phénomènes météorologiques de Shinsekai, etc. etc. Mais ça m'intéresse. J'ai envie de savoir comment ça fonctionne. J'ai envie de voir un ami faire un petit speech. Quand j'ai le nez qui gratte, c'est absolument insupportable. Son fruit permet différents effets selon l'instrument qui y est associé. On voit des flammes, on voit des ondes, on voit un truc même qui tranche. Mais à mon avis, en fait, il y a aussi la mélodie qui joue. Selon les notes qu'il va jouer, l'action va être différente. Et du coup, ça pourrait être ultra intéressant de le voir agir en même temps que Brook. Et pourquoi pas voir Brook utiliser l'un de ses instruments. En mode, il transforme son bras en violon et tu as Brook qui joue. Un truc comme ça, ça pourrait être un truc de fou. D'ailleurs, le pouvoir de Brook lui permet déjà d'avoir des effets sur les ennemis grâce à sa musique. Ça, c'est non négligeable. Et donc, avec Apu, il serait le deuxième. Voilà. Enfin, le premier parce que c'est le plus vieux. Ensuite, on va passer rapidement à Uruje. Uruje qui, pendant l'arc Big Mom, oui, l'arc. C'est une saga des Yonkou, donc c'est un arc Big Mom. Ouais. Donc l'arc de Whole Cake, on nous apprend que le mec, il est arrivé. Il a posé le pied par terre, là. Il a regardé un Sweet Commander qui s'appelait Snack. Il a niqué sa mère parce qu'il avait pas dit bonjour. Il s'est barré. Oh, calme! Mais un truc de fou. Et sur Uruje, j'ai envie de dire 2-3 autres trucs, en fait. Premièrement, on voit pendant Marineford qu'il est très intéressé par Barbe Noire. Pour moi, il y aurait forcément un allié par Yonkou. Un allié Supernovae, j'entends, hein, par Yonkou. On sait que Kaido en a 12, il en a 13, il en a 600 000. On sait que Big Mom en avait un. Je vais venir sur Shanks juste après. Mais pour Uruje, à mon avis, ça serait Barbe Noire. Et encore, comme les autres, je pense qu'il n'est là que pour un temps. Il n'est là que pour se servir de l'influence de Barbe Noire. Et Barbe Noire le sait très certainement, puisqu'il n'est pas bête du tout. Bien au contraire. Nous avons quoi d'autre? Oui, son fruit du démon. Donc, son fruit du démon est tout simplement le fruit de la riposte, de la vendetta, de ce que vous voulez. Il faut qu'il se prenne un maximum de dégâts pour pouvoir utiliser son fruit et rendre ces trucs par... un peu comme l'attaque patience dans Pokémon en fait. L'attaque patience, vous prenez des dégâts pendant 2 tours et vous renvoyez le double le tour d'après. Le double des 2 attaques que vous êtes pris, quoi. Vous prenez 2 charges. Sur chaque charge, vous perdez 2 PV. Donc ça vous fait 4 PV à la fin. Vous allez donner vous allez envoyer la sauce, comme on dit dans la première version. Et ça va lui faire perdre 8 PV à l'adversaire. En gros. Voilà. D'autres choses sur Uruje. Oui, il se déplace très certainement. Donc il a son navire, bien évidemment. Hein, mais il se déplace très certainement sur une île céleste. Il est sur une île céleste qui ressemble à une espèce de parc d'attractions détruit. Ou en tout cas de grande ville détruite.
Et c'est pour ça que tout le monde pensait qu'il venait de l'île de Blika, je sais plus. Bilka peut-être, je sais plus, de l'île de Eneru, en fait, la toute première île d'Eneru. Et on sait que cette île a été détruite, entre guillemets. Certainement pas atomisée, en fait. Et c'est pour ça que je pense qu'il a repris cette île pour naviguer, tout simplement, et qu'il navigue dessus. C'est ça les ruines qu'on voit, en fait, au moment où il se repose de l'attaque de ce qu'on suppose être l'armée de Bobine. Il est sur une île totalement détruite, mais... c'est à vérifier, bien évidemment, vous me le direz dans les commentaires, je le sais. Il me semble qu'on voit un navire bien à lui sur Chabondi. Et je parle du manga. Ne regardez pas l'animé sur ça, le manga. Donc, à mon avis, il a à la fois cette île qui lui permet de voyager un peu comme il veut. Un peu comme Oisaria d'ailleurs. En beaucoup plus grand. Et le navire qui lui permet d'aller sur la mer Bleue, tout simplement. Ensuite, on a son île d'arrivée aussi sur le Nouveau Monde. Avec des éclairs, des... Eneru est passé par là, oh là là, il habite ici. Non, fermez-la. Donc c'est juste un phénomène météorologique normal dans le Nouveau Monde. Voilà, je crois que, bon, sur ça, on va pas s'éterniser plus longtemps sur Eneru. Enfin, en tout cas, sur le parcours du Rudia, on va revenir un tout petit peu plus tard dans la conclusion sur lui. On va passer à Bonnet. Et oui, Jewarly Bonnet, qui a un pouvoir... donc le pouvoir de son fruit du démon, qui effraie Akainu et le gouvernement mondial. Il lui dit « Je suis effrayé de te savoir en parfaite liberté ». Alors, son pouvoir, c'est logique qu'il fasse peur. Tu prends, je l'avais déjà expliqué dans la vidéo des Yonkou, tu prends Barbe Blanche, tu prends Riley, tu prends, je sais pas moi, tu prends des grandes filles, même Shiki, tu les mets côte à côte, tu as Bonnie à côté, elle les rajeunit, tout le monde meurt. Simple, efficace. Tu prends Garp, tu prends Sengoku, tu prends Zephyr, tu les rajeunis, et même Tsuru, tu les rajeunis tous les 4. Il n'y a rien de plus puissant dans la marine. Voilà pourquoi son fruit du démon qui influe sur l'âge, hein, qui peut rajeunir ou vieillir, qui pourrait même vieillir un Akainu ou un Kizaru ultra rapide en mode ultra papy, ça pourrait être dangereux. Tu prends son fruit qui influe sur l'âge, ça peut être une arme de destruction massive, j'ai envie de dire, ça peut être un truc de fou. Selon le personnage sur lequel c'est utilisé, ça peut effectivement être une arme de destruction massive. Bref, nous avons donc son équipage qui est à Impel Down. Regardez les théories Impel Down 4, vous verrez comment il pourrait être encore utilisé. On a son âge, hein, enfin on n'a pas son âge, on a son âge en question. Personne ne connaît son âge, dans la théorie des Yonkou j'en parle aussi. Elle peut être ultra vieille comme elle peut réellement avoir l'âge qu'elle a. Puisqu'à mon avis, si elle était si vieille que ça, elle ne serait pas une super rookie. Elle aurait commencé depuis longtemps, hein. Mais ce n'est que mon avis, hein. Bien évidemment, il peut y avoir des twists de fou sur ce perso. Nous avons donc, elle est en cavale bien évidemment, mais nous avons surtout une alliance potentielle avec Shanks. Hein? Oh, calmez-vous, calmez-vous. Elle a toujours été du côté de Barbe Blanche. Et oui. Et la seule personne qui est intervenue pour mettre fin au massacre de l'équipage de Barbe Blanche, c'était Shanks. La personne qui était, enfin le Yonkou qui était le plus proche de Barbe Blanche, c'était Shanks. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'elle s'est naturellement réfugiée vers lui au moment où Barbe Blanche est mort et où elle a réussi à s'échapper des griffes du gouvernement mondial. Shanks a formé Luffy. Enfin, a formé. C'est l'exemple, c'est le modèle type de Luffy. Elle apprécie énormément les actions de Luffy et de Law. C'est pas pour rien. Elle aime leur état d'esprit, leur façon de penser, leur façon de faire. Ça lui correspond parfaitement. C'est pour ça, à mon avis, qu'elle a rejoint... Enfin, pour ça. C'est l'une des raisons qui a fait qu'elle a rejoint Shanks aussi. Elle a le caractère qu'il faut pour être du côté Shanks. Donc du côté je suis un pirate qui se montre en tant que pirate quand vous cassez les couilles. Mais sinon, je suis gentil. Faut juste pas me chercher. Je pense qu'elle est à ce côté-là. BJ. BJ. On va finir sur Al Capone. On va finir sur Don Corleone. On va finir... Bon, c'est bon avec les mafieux. Donc,
BJ va intervenir à mon avis pour Luffy, poussé par Chiffon et les autres, puisque il s'est attaché lui aussi à Luffy, il ne le montre pas. Il engueule même son équipage et sa famille, mais il s'est attaché à Luffy. Et le fait que l'autre connasse de Pudding vienne lui demander d'aider Luffy, c'est pas anodin, à mon avis, ça va être utile. Il va se retourner et aller les aider tout simplement. Je vous disais déjà sur une review que je pensais que BJ se sentait responsable de ses alliés. Que si son plan venait à capote, il en prendrait la responsabilité. Et c'est ce qu'il a fait. C'est clairement ce qu'il a fait. Bon, il a été un peu de mauvaise foi de temps en temps, mais c'est tout. Il a réellement pris la responsabilité de la mort, de la potentielle mort de ses alliés, en leur disant de s'échapper pendant qu'il retenait tout le monde. Techniquement, c'est un peu ça ce qu'il a fait. Du coup, il pourrait être utile en faisant 2 ou 3 trucs. Il pourrait miniaturiser une partie de l'armée de Big Mom. Pourquoi ça? Parce qu'à l'intérieur de Capone, il y a tout son équipage. Et donc, du coup, ça pourrait être une bataille interne. Il pourrait permettre aussi au miroir de se briser. 2-3 autres trucs comme ça. Mais c'est pas la seule opportunité. Hein. On a déjà vu dans la review que submersible en bas, Zeus en haut, pris des 2 côtés, le Sony était bien protégé. Voilà. J'ai oublié de préciser aussi, mais les fourmis pourraient aussi avoir un rôle. Puisque à mon avis, si elles viennent sur Wall Cake, elles vont bouffer le sucre. Donc ça va être le bordel. Je parle bien sûr des fourmis de Totland. Hein, qui se battent contre Carotte, Nami, etc. Quoi d'autre? Oui. L'île d'Eneru qui casse les burnes, qui absorbe le navire de BJ. Oh, c'est un effet de gravité. Soit c'est un phénomène météorologique du Nouveau Monde, soit la seule autre personne capable de faire ça, d'influer sur la gravité, c'est qui? C'est Fujitora. Surtout qu'il me semble que l'espèce de rocher dégage un truc violet. Je suis pas sûr. Hein. Ça, encore une fois, c'est à confirmer. Mais la seule personne capable d'influer sur la gravité, c'est Fujitora. Arrêtez avec votre Eneru de partout. Hein? Eneru est dans le corps de BJ, il va arriver, il va tuer tout le monde. Ouais, non. Non. S'il doit intervenir, ça sera bien plus tard. Pas en tant que Mugiwara, pas en tant que... Non, il sera indépendant, il a toujours été. Je pense même pas qu'il rejoigne une big alliance s'il y en avait une. Enfin, il y en aura une à la fin. Mais je pense qu'il sera juste là en mode je fais ça et je me barre. Enfin, j'ai ma vie sur la Lune, je préfère y rester. On sait qu'il va revenir, il a découvert des trucs, mais il a quand même une vie là-haut. Donc bon. Maintenant, on va conclure avec une big alliance. Donc, pour que tous les supernovae soient du même côté, il faudrait mettre de côté la trahison de Apu. Donc c'est assez compromis quand on connaît le caractère de Kid. Apu n'hésite pas à aider ses rivaux sur Shabondi, c'est pas à mettre de côté. Post 2 ans, il a trahi ouvertement Kid par facilité, je dirais. De son côté, Kid devra renoncer à se venger, mais il devra aussi renoncer à Shanks, puisqu'on avait dit au début que le capitaine de cette big alliance serait Luffy. BJ devra continuer sur sa lancée de pseudo-amitié avec Luffy. Law aussi d'ailleurs, même si c'est un peu plus facile pour Law, puisque Luffy l'a aidé à renouer avec son passé en fait, tout simplement, il l'a vengé. Kid et Luffy ont Kaido en commun. Drake a l'air d'être infiltré. Apu, c'est, comme je disais tout à l'heure, converti par facilité, mais il n'a pas de réelle fidélité envers Kaido, je dirais. Drake et Killer sont rattachés donc directement, Zoro aussi d'ailleurs, sont rattachés directement au choix dont je parlais il y a 2 secondes. Donc les choix des différentes alliances. Hein. D'ailleurs c'est pas Drake, c'est Hawkins, pardon. Ouais c'est Hawkins. Hawkins et Killer. Hawkins et Killer avec... Quoique Drake aussi. Hawkins, Drake et Killer sont rattachés au choix précédent avec Zoro. Parce que ça dépend uniquement des décisions qui seront prises juste avant. Donc quand je dis juste avant, je parle de Apu, Kid, Luffy et Law. Et BJ. Uruge, donc comme je le disais, n'a pas l'air dans le genre je me laisse commander.
Voilà. Donc il va tout simplement profiter de l'influence de Barbe Noire. Une fois qu'il aura ce qu'il veut, il se cassera, tout simplement. Bonnie est attirée par une alliance entre Luffy et Law, et est elle-même fière d'être de leur génération, elle le dit. Donc pour une alliance qui a un niveau qui fracasse du Sigul, il faudra que tous les éléments que je viens de citer soient alignés comme des étoiles, comme 11 étoiles qui ne s'alignent qu'une fois tous les 100 ans. 11 étoiles, Supernovae. Vous avez vu un peu comme je suis fort? Ouais, je sais. Bref, ce big dossier, parce que c'est vraiment un big dossier, 11 personnages, c'est un truc de fou à traiter, est à présent terminé. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un commentaire, de partager, de lâcher un pouce bleu, de nous suivre sur nos réseaux sociaux, d'être une abeille, de manger 5 fruits et légumes par jour, de regarder des deux côtés avant de traverser, et plein d'autres trucs dans ce genre-là. Bzzz les abeilles, et à très vite. Si vous voulez soutenir Barbe Blanche et Luffy, abonnez-vous à Killer Bee, où c'est mon point ardent dans le...